Le son du métal qui s'écrase contre le béton résonne encore dans mes cauchemars. 3 mois se sont écoulés depuis cet après-midi dévastateur, mais je peux encore entendre le craquement écœurant du capot de ma BMW se pliant comme un accordéon, le tintement aigu du verre des phares se dispersant sur l'allée, et pire encore, le cri primal d'angoisse de ma mère qui a suivi. Ça n'était pas censé se passer ainsi. Ce mardi-là, je rentrais chez moi le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le soleil de septembre filtrant à travers les érables bordant Elmwood Drive projetait des ombres dansantes sur le pare-brise de ma M5 Bleu Nuit, une voiture pour laquelle j'avais économisé pendant 3 ans, travaillant en double service dans l'entreprise d'ingénierie et vivant de nuits instantanées. Cette BMW représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé, l'indépendance, le succès, la capacité de faire mes propres choix. Comme j'étais naïf de penser que ces choix m'appartiendraient seuls. Maman était dans son jardin lorsque je suis arrivé, prenant soin de ses roses précieuses avec le même soin méticuleux qu'elle avait apporté à tout dans notre famille pendant les 37 années de ma vie. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en un chignon soigné, et malgré la chaleur, elle portait son gilet habituel, le beige avec les petits boutons de perles que je lui avais offerts pour la fête des mères il y a 2 ans. Maman, appelai-je, incapable de contenir la joie qui bouillonnait dans ma poitrine. J'ai une nouvelle incroyable. Elle leva les yeux, et pendant un instant, son visage marqué par le temps s'illumina de l'espoir que je n'avais pas vu depuis que papa était décédé il y a 4 ans. Elle posa ses cisailles et marcha vers moi, essuyant la terre sur ses mains avec son tablier. « Qu'y a-t-il, chérie ? Tu es absolument radieux. » Je pris ses mains dans les miennes, sentant les callosités des années de jardinage, de cuisine et de soins pour tous sauf elle-même. « Maman, je suis amoureux. Vraiment, profondément amoureux. Pour la première fois de ma vie. » La transformation sur son visage fut instantanée. Les rides d'inquiétude, qui s'étaient accentuées depuis la mort de papa, semblèrent s'effacer, et ses yeux, les mêmes yeux noisettes que j'avais hérités, étincelaient de larmes de bonheur. « Oh, Michael », murmura-t-elle en me serrant dans l'une de ces étreintes féroces qui me faisaient encore me sentir comme si j'avais 8 ans. J'ai prié pour ce jour. Depuis Rebecca. Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Rebecca et moi étions fiancés depuis 2 ans, avec un mariage prévu pour le printemps dernier. Les invitations avaient été envoyées, le lieu réservé, mon smoking ajusté. Maman avait passé des mois à planifier chaque détail, de la couleur des nappes à la saveur du gâteau. Cela devait être son chef-d'œuvre, le mariage dont elle rêvait depuis ma naissance. Puis, 3 semaines avant la cérémonie, j'étais dans la cuisine de Rebecca et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer. Pas parce qu'elle n'était pas formidable, elle l'était. Belle, intelligente, issue d'une bonne famille, tout ce que ma mère avait toujours voulu pour moi. Mais en la regardant discuter des dispositions des sièges avec la même passion que la plupart des gens réservent à leur travail de toute une vie, j'ai réalisé avec une clarté cristalline que je ne ressentais rien. Aucune excitation, aucune anticipation, juste un vide où l'amour aurait dû être. La rupture avait presque autant bouleversé maman que Rebecca. Elle s'était jetée dans le retour des cadeaux de mariage et l'annulation des prestataires, sans jamais me demander pourquoi j'avais annulé. Mais je pouvais lire les questions dans ses yeux, la déception qu'elle essayait si fort de cacher. Maintenant, la tenant dans l'allée, je sentais cette culpabilité commencer à s'évanouir. Enfin, je pouvais lui donner ce qu'elle voulait le plus, un fils qui avait trouvé la personne qui lui correspondait. « Dis-moi tout », dit-elle, reculant légèrement mais gardant ses mains sur mes épaules. « Comment s'appelle-t-elle ? Comment l'as-tu rencontrée ? Quand vais-je la rencontrer ? » Je ris de son enthousiasme. « Elle s'appelle Emma, et elle est incroyable, maman. Elle est intelligente, drôle et gentille. Elle me fait me sentir la meilleure version de moi-même. Je l'ai rencontrée à la fête d'anniversaire de Sarah il y a 6 mois, et nous prenons notre temps, mais je sais que c'est elle. C'est la vraie chose. » Le sourire de maman aurait pu illuminer tout le quartier. « Emma », répéta-t-elle en testant le nom. « C'est charmant. Elle est locale ? Que fait-elle ? » « Elle est infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants, » dis-je, et observai l'expression de maman devenir encore plus tendre. Elle avait toujours eu un faible pour les professions de soins. Elle est originaire de Portland mais a déménagé ici pour le travail il y a 3 ans. Maman, c'est tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Je veux la rencontrer immédiatement, déclara maman. Invite-la à dîner ce dimanche. Je ferai mon fameux rôti. A-t-elle des allergies alimentaires ? Des restrictions ? En voyant son esprit parcourir l'organisation du repas et les questions de connaissances mutuelles, je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la chaleur de septembre. C'était ce que je voulais, l'excitation de ma mère, son approbation, sa joie de me voir heureux. En fait, dis-je en sortant mon téléphone, j'ai une photo. Je faisais défiler les photos sur mon téléphone jusqu'à trouver ma préférée d'Emma, celle que j'avais prise juste le week-end dernier lors de notre randonnée à Silver Falls. Elle riait de quelque chose que j'avais dit, la tête rejetée en arrière, ses cheveux foncés captant la lumière du soleil.
Elle semblait radieuse, vivante, complètement naturelle. La voilà, dis-je, tendant fièrement le téléphone. Maman prit le téléphone avec empressement, et je regardai son visage étudier l'image. Je m'attendais à plus de sourires, peut-être quelques larmes de joie, certainement une avalanche de questions sur la famille d'Emma, ses centres d'intérêt, ses intentions. À la place, je vis le visage de ma mère se vider de toute couleur. Le téléphone glissa de ses doigts et tomba sur le bitume de l'allée. Sa bouche s'ouvrait et se refermait silencieusement, comme un poisson cherchant de l'air. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, la main pressée contre sa poitrine. « Maman ?» L'inquiétude remplaça ma joie. « Maman, que se passe-t-il ? Ça va ?» Elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant, les yeux grands ouverts d'une horreur palpable. C'était Emma Richardson. La manière dont elle prononça le nom d'Emma comme s'il s'agissait de quelque chose de toxique qu'elle devait recracher me serra l'estomac. « Oui. Tu la connais ?» Le rire de maman était sec et amer, bien loin des rires chaleureux auxquels j'avais grandi. « La connaître ? Michael, Emma Richardson, elle s'interrompit brusquement, pressant ses deux mains contre sa bouche. « Elle est quoi, maman ?» Pendant un long instant, nous restâmes là, dans l'allée, le soleil de l'après-midi nous frappant pendant que quelque chose de terrible se cristallisait dans l'espace entre nous. Maman pleurait maintenant, les larmes coulant sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de joie. « C'est ta sœur ?» murmura maman. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je reculai presque en titubant. « Quoi ? C'est impossible. »« Maman, de quoi parles-tu » Mais même en posant la question, les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté écœurante. La réticence d'Emma à parler de sa famille. La façon dont elle changeait de sujet chaque fois que j'essayais d'en savoir plus sur son enfance. Son insistance à ce que nous prenions les choses lentement, qu'il y avait des aspects de son passé qu'elle n'était pas prête à partager. Après que ton père et moi nous sommes mariés, continua maman d'une voix à peine audible, nous avons essayé pendant des années d'avoir des enfants. Nous avons eu 3 fausses couches, suivies des traitements de fertilité, tout. Enfin, les médecins nous ont dit que c'était impossible. Je ne pouvais plus respirer. Le monde semblait vaciller. Alors nous sommes passés par une agence d'adoption privée. Tout était très discret, c'était d'autres temps, Michael. Les mères célibataires étaient encouragées à abandonner leurs bébés, et les couples sans enfants comme nous étions si désespérés. Nous avons adopté une magnifique petite fille âgée de seulement 3 jours. Non, dis-je, mais ma voix n'avait aucune force. Nous l'avons appelée Emma, poursuivit maman sans relâche. Elle a été notre monde pendant 2 ans. Mais ensuite, miracle des miracles, je suis tombée enceinte de toi. Après qu'on nous ait dit que c'était impossible, te voilà, grandissant en moi. Le sol semblait instable sous mes pieds. Que lui est-il arrivé ? Le sanglot de maman était déchirant. Le travail de ton père nous a relocalisés à travers le pays quand tu avais 6 mois. L'adoption, elle n'était pas complètement légale. Il y avait des irrégularités dans les papiers, et nous avions terriblement peur de vous perdre tous les deux. Alors nous, que Dieu nous pardonne, nous avons fait un choix terrible. Nous avons laissé Emma chez la sœur de ton père, lui avons dit que nous reviendrions la chercher une fois installée, et ensuite. Et ensuite vous n'êtes jamais revenu. Nous avons essayé. La voix de maman se brisa. Nous avons envoyé de l'argent, nous avons appelé, mais Patricia, ta tante, elle disait qu'Emma était mieux chez elle. Elle disait qu'Emma était heureuse, que bouleverser à nouveau sa vie serait cruel. Et avec toi si petit, nécessitant tant d'attention, ton père commençant un nouveau travail, nous nous disions que c'était temporaire. Que quand tu serais plus grand, quand nous serions plus stables, nous la ramènerions à la maison. Je sentis que j'allais être malade. Mais vous ne l'avez jamais fait. Patricia est morte quand Emma avait 12 ans, continua maman, chaque mot semblant lui coûter tout son être. À ce moment-là, Emma était dans le système de placement. Nous avons essayé de la retrouver, mais elle avait été déplacée tellement de fois. Et puis les années ont passé, et comment expliquer à un enfant que vous l'avez abandonné ? Comment demander pardon pour l'impardonnable ? Le silence s'étira entre nous, lourd de 25 années de secrets et de mensonges. Elle ne sait pas, dis-je enfin. Elle ne sait pas que je suis son frère. Maman secoua la tête, misérable. Comment pourrait-elle ? Nous avons changé de nom de famille quand nous avons déménagé, ton père voulait un nouveau départ. Elle n'avait que 2 ans quand nous sommes partis. Elle ne se souviendrait pas. Je me penchai et ramassai mon téléphone, fixant le visage riant d'Emma sur l'écran fissuré. Belle, gentille, merveilleuse Emma, qui me faisait me sentir complet d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Emma, qui était ma sœur. La nausée s'intensifia. Je dois lui dire. Michael. Je dois lui dire, criai-je, et maman tressaillit. Je ne lui avais jamais élevé la voix de toute ma vie. Comprends-tu ce que tu as fait ? Comprends-tu ce que cela signifie ?
Cela veut dire pas de mariage, murmura maman d'une voix brisée. Cela veut dire que j'ai perdu mes 2 enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle a craqué. Je regardais au ralenti, horrifié, ma mère, cette femme qui n'avait jamais enfreint la moindre règle, qui rendait toujours la monnaie en trop et envoyait des cartes de remerciement pour tout, marchait délibérément vers la grosse pierre décorative qui marquait le bord de son parterre de fleurs. Elle la saisit à 2 mains, la leva au-dessus de sa tête et la battit sur le capot de ma BMW avec un bruit de tonnerre. Maman, arrête, je me précipitai vers elle, mais elle était déjà en train de lever la pierre à nouveau. Crash. Le pare-brise se fissura en toile d'araignée. Arrête. S'il te plaît. Crash. Le rétroviseur éclata. C'est entièrement ma faute, sanglota-t-elle en continuant son assaut sur la voiture qui représentait mon indépendance, mon succès, mon avenir. Tout est ma faute. J'ai tout détruit. J'ai détruit ma famille. Crash. 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 80 000 $ d'ingénierie allemande réduit à de la tôle tordue et des rêves brisés. Quand je parvins enfin à lui arracher la pierre des mains, ma voiture ressemblait à un véhicule sorti d'un derby de démolition. Maman s'effondra sur l'allée, sanglotant si fort que je crus qu'elle allait hyperventiler. J'ai tout détruit, répétait-elle sans cesse. J'ai tout détruit. Je me mis à genoux à côté d'elle, laissant enfin couler mes propres larmes. Elle avait raison. Elle avait tout détruit. Pas seulement ma voiture, ça, on pouvait la remplacer un jour. Mais ma relation avec Emma. Ma confiance en la femme qui m'avait élevé. Ma foi dans l'histoire qu'on m'avait racontée sur ma vie. Le plus dévastateur, c'était qu'elle avait détruit ma chance de trouver le genre d'amour que j'avais attendu 37 ans à rencontrer. Cette nuit-là, après que la dépanneuse ait emporté les restes de ma BMW, après avoir aidé maman à rentrer à l'intérieur et lui avoir préparé un thé qu'elle ne but pas, je m'assis dans ma chambre d'enfance et appelai Emma. « Salut toi », répondit-elle dès la 2e sonnerie, sa voix chaude et affectueuse. « Ça s'est passé comment avec ta mère ? Est-elle excitée de me rencontrer ? » Je fermai les yeux et essayai de mémoriser le son de sa voix qui me parlait avec amour plutôt qu'avec horreur. « Emma », dis-je, et elle dut percevoir quelque chose dans mon ton, car sa voix changea immédiatement. « Michael. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on parle. En personne. Ce soir. » Le trajet jusqu'à l'appartement d'Emma fut le plus long de ma vie. J'avais emprunté l'ancienne Honda Civic de maman, et chaque feu rouge semblait durer une éternité. Comment dit-on à quelqu'un qu'on aime que l'on ne peut pas être avec lui ? Comment explique-t-on que le lien qu'on ressentait n'était pas une destinée romantique, mais la biologie jouant un cruel tour ? Emma ouvrit sa porte en pantalon de pyjama et un vieux t-shirt d'école de médecine, les cheveux en chignon désordonnés, et elle était si belle que ma poitrine se serra. « Tu me fais peur », dit-elle immédiatement. Que s'est-il passé ? Je lui racontai tout. Je regardais la couleur quitter son visage comme elle avait quitté celui de ma mère. Je la vis s'affaisser sur son canapé alors que la réalité de notre situation la frappait. Je regardais la femme que j'aimais, la femme qui était ma sœur, couvrir son visage de ses mains et émettre un son de pure angoisse qui me fit vouloir reprendre chacun de mes mots. « Oh mon Dieu », murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. » Emma. « Ne me touche pas, dit-elle sèchement lorsque je m'approchai. S'il te plaît, ne me touche pas. » Nous restâmes en silence pendant ce qui sembla durer des heures. Enfin, elle leva les yeux vers moi, rouge et gonflée, mais ne pleurant plus. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, dit-elle doucement. La façon dont j'ai été attirée par toi dès notre rencontre. C'était trop intense, trop immédiat. Je me disais que c'était le coup de foudre, mais maintenant. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi, répondis-je avec force. Il n'y a rien qui ne va pas chez nous deux. Nous ne savions pas. Elle rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Ne savions-nous pas ? Au fond, une partie de nous ne savait-elle pas ? Je n'ai jamais pu expliquer pourquoi être avec toi me faisait me sentir chez moi. Pourquoi te toucher semblait la chose la plus naturelle du monde, mais aussi d'une certaine façon interdite. Je voulais argumenter, mais je ne pouvais pas. Parce qu'elle avait raison. Il y avait toujours eu quelque chose de différent chez Emma, quelque chose qui la distinguait de toutes les autres femmes que j'avais connues. J'avais attribué cela à la chimie, à la compatibilité, à enfin trouver la bonne personne. En réalité, c'était la génétique qui reconnaissait la génétique. La famille appelant la famille. « Que fait-on maintenant » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas », elle fit un geste impuissant entre nous. Nous ne pouvons pas être ensemble. Pas maintenant ? Pas en sachant ce que nous savons. Je sais. J'ai besoin que tu partes, murmura-t-elle. J'ai besoin que tu partes et que tu ne me contactes plus jamais. Jamais. Emma. S'il te plaît. Sa voix se brisa. S'il te plaît, Michael. Je ne peux pas faire ça.
Je ne peux pas te regarder et faire semblant que ça ne change rien. Je ne peux pas faire semblant de ne pas encore, elle s'interrompit. Pars juste. S'il te plaît, pars juste. Alors je suis parti. Je sortis de l'appartement d'Emma et de sa vie, et je ne l'ai plus jamais revue. Bien sûr, la compagnie d'assurance a déclaré ma BMW comme perte totale. Le règlement suffisait à acheter une voiture d'occasion correcte et il restait un peu d'argent, mais je n'ai pas encore eu le courage de chercher une nouvelle voiture. Maman m'a proposé de conduire le vieux camion de mon père, mais je supporte à peine d'être dans la même pièce qu'elle, encore moins d'accepter son aide. Elle a essayé d'expliquer, de s'excuser, de réparer d'une manière ou d'une autre 35 ans de mensonges. Elle m'a parlé des lettres qu'elle avait écrites à Emma mais jamais envoyées, des détectives privés qu'elle avait engagés pour la retrouver, de la culpabilité qui la ronge chaque jour depuis qu'elles ont quitté Portland. Elle a supplié mon pardon, promis de faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Mais comment peut-on arranger ça? Comment rendre quelqu'un à la sœur dont il est tombé amoureux sans le savoir? Comment défaire une trahison qui s'étend sur des décennies? J'ai pensé d'innombrables fois à contacter Emma. J'ai écrit des emails que je n'enverrai jamais, passé devant l'hôpital où elle travaille sans y entrer. Je me dis que je veux juste m'assurer qu'elle va bien, que je veux m'excuser pour les péchés de ma famille. Mais la vérité est plus simple et plus égoïste, elle me manque. Son rire me manque, sa cuisine catastrophique me manque, la façon dont elle s'endormait la tête sur mon épaule pendant les films me manque. La personne que j'étais avec elle me manque, confiant, heureux, entier. Mais manquer à quelqu'un ne suffit pas quand cette personne est votre sœur. Sarah, notre amie commune, m'a dit qu'Emma avait demandé un transfert à la branche de Seattle de l'hôpital. Elle a quitté la ville 3 semaines après notre dernière conversation, apparemment pour prendre un nouveau départ. Elle n'a laissé aucune adresse. Alors me voici, 3 mois plus tard, toujours dans ma chambre d'enfance, toujours au volant de la Honda de ma mère, toujours à essayer de comprendre comment reconstruire une vie qui avait été bâtie sur des mensonges. J'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Martinez, spécialisée dans les traumatismes familiaux et le deuil complexe. Elle dit que je fais le deuil de multiples pertes, ma relation avec Emma, ma confiance en ma mère, mon sentiment d'identité, et l'avenir que je m'étais imaginé. Elle a raison, bien sûr. Je fais le deuil de toutes ces choses. Mais surtout, je fais le deuil d'Emma, la sœur que je n'ai jamais su avoir, et de l'amour que je ne pourrai jamais avoir. Parfois, tard la nuit, je me demande si nous aurions pu trouver un autre chemin. Si nous aurions pu devenir des frères et sœurs au lieu d'étrangers, si nous aurions pu construire une relation basée sur le lien que nous partagions indéniablement, même si cela ne pouvait pas être romantique. Mais je sais qu'Emma a fait le bon choix. Certaines blessures sont trop profondes, certaines vérités trop douloureuses à surmonter. Je comprends maintenant pourquoi elle avait besoin que je parte et que je ne la contacte jamais. Parce qu'à chaque fois qu'elle me regardait, elle se souvenait de ce que ça faisait d'aimer quelqu'un qu'elle ne pouvait pas avoir. Et chaque fois que je la regardais, je me souvenais de ce que ça faisait de tenir ma sœur dans mes bras et d'appeler ça de l'amour. La partie la plus cruelle, c'est que dans une autre vie, une vie où mes parents auraient fait d'autres choix, où Emma aurait grandi comme ma sœur au lieu d'une étrangère, je pense que nous aurions pu être incroyablement proches. Nous avons le même sens de l'humour, les mêmes valeurs, la même manière de voir le monde. Dans cette autre vie, elle aurait peut-être été ma meilleure amie, ma confidente, la personne vers qui je me serais tourné quand tout le reste s'écroulait. Au lieu de cela, elle est un fantôme qui hante chaque partie de ma vie. Elle est dans les chansons à la radio que nous chantions ensemble, dans les restaurants où nous avons eu nos premiers rendez-vous, sur les sentiers de randonnée où j'ai compris pour la première fois que je tombais amoureux d'elle. Elle est dans chaque femme qui rit comme elle, chaque infirmière que je croise à l'épicerie, chaque inconnu aux cheveux foncés qui fait battre mon cœur avant que je me rappelle qu'Emma est partie. Ma mère a vieilli de 10 ans en 3 mois. La culpabilité la consume, et la voir souffrir devrait probablement me donner un sentiment de justice. Au lieu de cela, ça me rend juste triste. Elle a fait des choix terribles, des choix qui ont blessé tout le monde. Mais elle les a fait par peur et désespoir, non par malveillance. Elle aimait 2 enfants et ne savait pas comment les garder tous les deux, alors elle nous a perdus tous les deux. Le docteur Martinez dit que le pardon est un processus, pas une destination. Qu'un jour je pourrai comprendre pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait, même si je ne pourrai jamais l'excuser. Elle dit que la guérison est possible, que je peux construire une nouvelle vie sur une fondation de vérité plutôt que de mensonges. J'essaie de la croire. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Mais je n'arrêterai jamais d'aimer Emma. Pas comme je l'aimais quand je pensais qu'elle n'était qu'une femme qui me complétait, et pas comme je l'aime maintenant que je sais qu'elle est la sœur qui m'a été volée avant même que je sache qu'elle existait. Je l'aimerai comme on aime un rêve dont on se réveille intensément, impossiblement, et à jamais hors de portée. Et quelque part à Seattle, j'espère qu'elle trouve la paix d'une manière que je n'ai pas pu trouver. J'espère qu'elle construit une vie où elle n'a pas à penser à moi tous les jours, où elle peut aimer quelqu'un librement sans que l'ombre de notre histoire plane sur elle. J'espère qu'elle est heureuse.
Même si son bonheur doit exister dans un monde sans moi. Parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un, même quand l'aimer est impossible, même quand l'aimer brise votre cœur, on veut qu'il soit heureux. On veut qu'il soit libre. Même si cela signifie qu'il faut le laisser partir.